Merci à tous les 5 d'être là. L'avenir, ça nous questionne, ça nous interroge, ça nous invite. Alors, je vais d'abord vous présenter Hervé Madé, psychanalyste, directeur de l'EFPP. On va se redécouvrir. Laurence Martel, vous êtes docteur en psychologie, chargé de cours à l'Université Paris 8, psychologue au sein du pôle traumatisme de l'association Vivre en famille. Vous réalisez des formations et des analyses des pratiques institutionnelles. Vous êtes vice-présidente adjointe de l'Association française de recherche en éthologie clinique et anthropologique et secrétaire de l'Institut Milton Erickson Méditerranée. Vous avez publié de nombreux articles sur la question, notamment des NTIC, qui pourraient nous préoccuper, famille et adolescence, notamment avec Boris Cyrulnik. Vous avez publié cette année un ouvrage, L'attachement dans la petite enfance, et aux éditions Duval, disponible auprès d'Albéric Goulard. Et peut-être avez-vous dans les ateliers rencontré différentes personnes qui ont pu échanger avec vous. Marc Vernet, vous êtes thérapeute indépendant depuis 1994, vous exercez depuis plus de 15 ans sur Paris et Marseille. Vous êtes formé à plusieurs thérapies d'urgence et de trauma telles que le MDR. Vous intervenez dans les situations d'urgence et en suivi thérapeutique. Vous faites de la médiation, vous êtes formateur, rencontrez et accompagnez des victimes pour aider au traitement des traumatismes. C'est un peu votre lot quotidien. Katie Joulot, vous êtes psychologue, praticienne EMDR, victimologue, psychothérapeute et formatrice spécialisée dans le psychotrauma. Vous êtes mis des formations dans le médico-social et les ressources humaines. Vous êtes spécialisé dans les états de stress post-traumatique. Vous exercez au Centre 6 Assistance et en libéral. Vous intervenez suite à des événements graves, naturels ou non, relevant de situations d'urgence. Donc, je vous remercie infiniment d'être avec nous. Et Lola Petiot, j'y viens. Le meilleur pour la fin, non? Lola Petiot, vous êtes diplômée en sociologie et en psychothérapie et psychopathologie clinique et de plusieurs autres diplômes universitaires en psychologie, deuil, psychosomatique intégrative, notamment, et thérapie telles que le MDR. Vous avez travaillé pour des ONG en Afrique. Vous exercez en libéral à Paris et Marseille. Vous êtes spécialisé dans les états de stress post-traumatique. Vous êtes formé à l'EMDR. Et vous intervenez en cabinet ainsi que dans les entreprises et associations suite à des agressions, des attentats, des violences sexuelles, des accidents et autres situations d'urgence. Eh bien, vous 5 avez un point commun, c'est d'être réunis sur l'avenir. Laurence Martel, je vais vous donner la parole, si vous le voulez bien, sur une ouverture puisque nos échanges ont pu porter dessus. Votre approche intégrative, en tout cas, telle que vous la concevez, comment la mettez-vous en relation avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'avenir des thérapies? En fait, c'est un espoir qui se réalise actuellement, c'est pouvoir sortir à l'avenir de différents courants qui peuvent enfermer pour pouvoir utiliser différentes pratiques et différents courants théoriques dans l'intérêt des patients. Rapidement, je voulais aborder 2 exemples, à savoir par exemple l'hypnose, qui pourrait être très, très facilitateur en thérapie familiale, alors qu'on reste encore souvent sur où on va voir un hypnothérapeute, où on va voir un thérapeute familial. Et c'est regrettable parce qu'on a de nombreux cas où l'hypnose en thérapie familiale peut en effet servir, faciliter le travail du patient. Donc cette approche intégrative à l'avenir me semble très intéressante. Et une autre approche intégrative, c'est d'apporter le soin en entreprise, où conventionnellement on ne le met pas forcément en entreprise, on est plutôt dans un milieu où les gens peuvent être en souffrance. Par le biais notamment d'analyse institutionnelle, d'analyse des pratiques, où justement un psychothérapeute peut intervenir en entreprise pour accompagner les salariés à mieux vivre leur quotidien. C'est aussi l'avenir parce que ça commence à se mettre en place de plus en plus régulièrement.
mais ce serait vraiment un espoir pour l'avenir qu'il se généralise et qu'on arrive dans plus d'entreprises à trouver ce genre de pratique. Katie Joulot, la pratique et l'intervention en entreprise, vous connaissez un petit peu? Oui, un petit peu. Sur ce que disait Laurence Martel, dans votre quotidien, vous avez vu une évolution ces dernières années sur les besoins d'entreprise et leur façon finalement de s'impliquer dans la prise en charge des salariés? Oui, il y a une nette évolution. C'est de plus en plus intégré et pensé par l'employeur qui considère que c'est aussi important d'apporter un soutien aux salariés, soit suite à des événements traumatiques ou même dans des contextes de restructuration. C'est aussi important qu'eux proposent un accompagnement, soit individuel, soit collectif, en fonction des circonstances. Individuel ou collectif, c'est choisi comment? Alors, souvent, ça dépend de la situation qui a amené à ce qu'on intervienne en entreprise. Quand l'événement a été vécu collectivement et que les personnes travaillent ensemble et de manière collective, il nous semble important de les accompagner justement en favorisant un travail d'accompagnement collectif quand il s'agit de faits qui ont été où une seule personne a été victime. À ce moment-là, parfois l'accompagnement individuel sera plutôt privilégié. Merci. Marc Vernet, vous avez aussi ce type d'intervention, le pont avec l'avenir. Alors, le pont avec l'avenir, je le ferai déjà par rapport à l'origine de notre vie à chacun, c'est-à-dire la mienne, si je commence par celle-ci, j'ai une double formation, d'une part celle d'ingénieur et après celle de psychologue. Par rapport à ces cursus, on avait dit dans un cadre, on m'avait dit, il ne faut pas sortir du cabinet, il ne faut pas raconter sa vie, il ne faut pas aller chez le patient, on ne peut pas recevoir ailleurs que dans un cabinet bien enfermé. Et pour moi, instinctivement, je me suis dit, si pour soigner un agoraphobe, on ne va pas chez lui, je ne vois pas trop comment on peut faire pour l'aider. Donc j'ai commencé par faire ce qui était un peu interdit et hors du cadre. Donc j'ai commencé à travailler sur moi-même pour savoir ce qu'il en était. Et puis on m'avait dit, il faut mettre un bureau entre toi et le patient. Et j'ai mis un peu de temps aussi à le dépasser et à faire différemment. Donc j'ai commencé par faire ceci, donc des recherches sur moi-même, pour après pouvoir aller rapidement sur le terrain. Et en allant sur le terrain, on apprend beaucoup des différents lieux, justement. On apprend dans le cabinet, mais on apprend aussi, soit si on est en entreprise, soit si on est sur le terrain de situations graves, soit on entend différentes histoires. Et par rapport à ça, on a justement différents liens que l'on fait par rapport à sa propre vie à soi. Et ça nous aide aussi à travailler sur nous-mêmes en thérapie complémentaire par rapport à cet avenir. Et pendant les études, on est beaucoup, à ma façon, enseigné par des gens qui sont peut-être un peu certains côtés de dinosaures, donc qui nous apprennent de la théorie et peu de pratique, et ce qui fait que c'est bien de pouvoir aller plus loin là-dessus. Et le terrain aide justement à dépasser tout ça. Ça peut vous rassurer, je crois que les dinosaures n'existent plus, il y a peut-être de l'espoir. Et pour ça, peut-être nous appuyer sur la démarche d'Hervé Madé avec le FPP qui forme au quotidien des futurs praticiens, des futurs psychanalystes. Et donc une bonne résonance. Vous avez l'une des meilleures, sinon la meilleure école de psychothérapie en France. Comment vous voyez l'avenir avec vos étudiants? Très bien. Ce matin, on a évoqué la recherche de sens et à la fois le corps et l'esprit. Et je crois que tout le monde était à peu près d'accord, même s'il y avait des petites divergences, mais dans l'ensemble, l'accord s'est fait, je crois, sur, en tout cas, l'interdépendance totale du corps et de l'esprit. Ça veut dire que je pense qu'à l'avenir, la thérapie à viser sera celle qui tiendra compte de ces deux pôles, corporel et spirituel. Un équilibre que vous ne renieriez pas, je pense, Lula Petiot. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tous des êtres globaux, on a différentes dimensions qu'il faut prendre en compte justement dans les
psychothérapie qu'on peut faire. Et donc je pense que c'est important de prendre en compte la dimension physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Et c'est important pour un patient de pouvoir, je pense, avoir un thérapeute qui puisse savoir répondre et le prendre dans sa globalité, et donc qu'il y a une approche intégrative, comme on était tous en train de le dire. Parce que pour moi, malheureusement encore pour l'instant, c'est un peu, il y a beaucoup de différences, et pour faire une petite, on peut imaginer qu'on tombe dans une piscine et que s'il y a deux questions qu'on peut se poser qui seraient comment je fais pour m'en sortir ou pourquoi j'en suis arrivée là, apparemment on doit choisir pour l'instant une des questions. C'est-à-dire que soit, pour ma part, c'est un peu ma vision des choses, soit on doit choisir pourquoi j'en suis arrivée là et on va plus se tourner vers les thérapies psychanalytiques ou autres aussi, ou comment, pardon, excusez-moi, je m'embrouille tout seul. Comment m'en sortir, qui serait plus les TCC qui vont apporter des réponses assez concrètes pour s'en sortir. Donc il ne faudrait pas forcément diviser les deux, séparer les deux. Je pense que c'est plus une question de temps. Il y a peut-être un qui est plus urgent, mais le deuxième reste tout aussi important, mais peut-être dans une deuxième étape. Dans les deux cas, vous nous dites qu'il faut nous mouiller, c'est ça? Faut pas Un hésiter. peu, oui. Laurence Martel, sans se noyer, exactement. Laurence Martel, sur cette approche, il faut effectivement ne pas avoir à choisir. Vous nous avez ouvert avec l'idée que l'entreprise, maintenant, devait effectivement s'investir plus. On le voit au niveau de l'évolution à travers ce que disait Katie Joulot. Marc Vernet a rappelé qu'effectivement, il fallait bousculer ce qu'on pouvait nous enseigner, sinon on risquait d'être continuer comme des dinosaures, c'est ce qu'il nous dit à demi-mot. Hervé Madé nous spécifie bien que là, il y a corps et esprit, c'est aujourd'hui, c'est le point important. Vous, sur cette résonance évoquée par Boutiot, qui vient un peu faire vraiment le résumé de ce qu'on disait, il faut se mouiller. Il faut bien apprendre à nager surtout. Le fait est que, à l'heure actuelle, je trouve que si on veut vraiment sortir de la piscine correctement, il nous manque encore, ce qui sera développé pour l'avenir, c'est un partenariat entre différentes institutions. Et on se rend compte que des thérapeutes ne sont pas forcément toujours en contact avec la protection de l'enfance, qui ne sont pas forcément en contact avec les juges, etc. Et je trouve que pour bien se sortir de l'ensemble des situations, ce serait idéal de travailler ensemble et de pouvoir amener que les personnes ne se sentent pas seules dans la piscine à se dire comment je sors, mais qu'en effet, il y a un ensemble de partenaires qui puissent agir en interaction et qui vont accompagner comme ça les personnes. Et c'est vrai qu'on a encore des difficultés actuellement pour travailler avec la justice, pour travailler avec l'ASE, pour travailler avec certains enseignants, avec certains thérapeutes, pas tous heureusement. On est quand même sur quelque chose de plus en plus ouvert et tant mieux, mais c'est vrai que ce serait une des pistes d'avenir pour sortir de la piscine tranquillement. Alors, si on va un peu plus loin, quelle importance aurait pour vous la recherche en thérapie? Est-ce que c'est quelque chose qui peut ouvrir de nouvelles pistes, obliger à s'immerger autrement? Est-ce qu'on doit reproduire un schéma dentisus? Disons que la recherche montre bien, et alors là ça me permet de rebondir sur l'attachement, la recherche montre bien que certes il y a des formats qui existent, des modèles internes qui sont en nous, mais qui évoluent aussi, qui ne sont pas figés. Et en effet, la recherche montre ça et permet d'aller dans ce sens, en disant que bien sûr que l'évolution est toujours possible et que l'avenir est là. L'être humain comporte en lui-même beaucoup d'évolution. L'adaptation est nécessaire. Petit Joulot, sur cette perspective, c'est la recherche en thérapie. Alors moi, sur la recherche en thérapie, ça m'a plus fait associer à un élément qu'on travaille souvent avec les personnes qui ont été victimes d'événements traumatiques. C'est justement la question de la recherche du sens après un événement dramatique. C'est souvent quelque chose qu'on est amené à travailler, car les événements qu'ils peuvent vivre, inattendus, d'une grande cruauté ou d'une énorme violence,
croyances, leur système de valeurs, et la vie qu'ils menaient jusque-là leur apparaît plus possible après un tel événement. Donc c'est souvent un élément majeur, je trouve, dans l'accompagnement de victimes, de les aider à donner du sens à ce qu'elles viennent de vivre, afin de pouvoir l'intégrer et pouvoir un peu reprendre le cours de leur vie. On est un peu là-dedans, Marc Vernet. Cette recherche de sens en thérapie est assez ouverte. Oui, c'est important. Par exemple, lorsque j'ai commencé à apprendre le MDR dans les années 2000, on nous expliquait un protocole bien précis à travailler et à appliquer en séance. Il pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et en entreprise, quand le client, le patron nous disait vous avez un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, il fallait contracter ces 3 heures en une demi-heure. Donc il a fallu inventer, il a fallu faire de l'urgence. Et par rapport à ça, ce qui sort naturellement, c'est ce qui a été évoqué tout au long de la journée, c'est le travail sur le corps. Donc toutes les réactions somatiques. Même si on ne les comprend pas, le corps lui sait. Donc on travaille avec l'inconscient et le conscient. Donc on va très très vite si on apprend à faire confiance au corps, à soi, à nos ressentis, comme le diapason, ce que l'on ressent et ce que l'autre ressent. On va très très vite si on ne cherche pas forcément à comprendre, mais si on fait confiance au processus naturel de la vie du corps humain. Le corps humain sait se guérir physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, et on peut arriver à aider les gens dans différentes façons de faire. Par exemple, lors d'une intervention suite à un décès d'une cliente dans un hôtel, le matin, lorsque à 7h, 8h, les femmes de ménage vont taper à la porte de l'hôtel, elles trouvent que la personne est décédée, donc elles essayent la réanimation, elles appellent des collègues, et ainsi de suite. Ça ne marche pas. Donc après, on fait un débriefing de groupe, et suite à ce débriefing de groupe, on aborde les différents aspects, physiques, émotionnels, intellectuels, spirituels. Et suite à ça, l'une des personnes, donc celle-ci, la personne qui s'occupait de faire le ménage et qui avait recueilli la personne décédée, me dit « Je veux vous voir par rapport à tout ce qui a été évoqué ». Et elle dit « Ma problématique, c'est que depuis qu'elle est décédée, depuis 2-3 jours, elle me suit tous les jours. Donc je veux vous voir ». Donc on a travaillé là-dessus, en une séance, mais on a travaillé sur le corps et sur les émotions, sur ce qui était présent. Maintenant, il faut être un peu formé à la spiritualité, comme c'était évoqué, aux différents canaux, et faire confiance aux éléments. Et pendant la séance, au fur et à mesure, elle est passée par ces processus à elle, qui sont éventuellement de la vocifération, qui sont ce que l'on peut... Oui, parce qu'en fait, elle est d'origine africaine, qui sont tout ce qui est trans et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure qu'elle s'est arrêtée, pendant les séances de MDR par exemple, elle se retourne vers moi, elle me dit « Vous connaissez ?» Et oui, on continue. Et on continue, à la fin de la séance, c'était établi. La personne m'a dit qu'on a fait copain-copain, donc j'ai plus peur d'elle. Et quand je l'ai revue une semaine après, on a recommencé. Et une semaine après, elle m'a dit qu'elle partait dans quelques jours. Tout va bien pour elle. Donc on passe au-delà et on a beaucoup de solutions si on sait faire confiance à tout ceci. Et si on est ouvert, donc par rapport à notre mental, et si on ne reste pas enfermé dans ce qu'on a bien voulu nous apprendre. Alors vous indiquez clairement qu'un protocole, une thérapie établie aux États-Unis, amené en Europe et donc adapté pour l'Europe, finit par être mise en entreprise sous une contrainte d'espace et de temps, et qui peut s'appliquer au niveau d'une culture en fonction évidemment de l'alliance qu'il va y avoir entre le thérapeute et le patient. Hervé Madé. L'avenir vous inspire. Je fais le lien avec ce qui s'est dit ce matin. On était sur la recherche de sens. Et mon impression, c'est que la recherche de sens qui se complique, on l'a vu ce matin, qui a tendance à se compliquer au fil des générations, là maintenant, rend les sujets relativement incapables de supporter le moindre traumatisme. On voit fleurir les cellules psychologiques d'entre elles, etc., à tout bout de champ. C'est quelque chose qui est significatif. Donc, c'est aussi, par rapport à l'évolution des thérapies, je veux dire, l'obligation de s'adapter à la demande
finalement. Et comme l'évoquait tout à l'heure dans la précédente conférence, quand c'était M. Bacalé, qui parlait à peu près de la manière d'évacuer quelque chose par le corps, je pense que la demande thérapeutique va passer par le corps parce que maintenant, il va falloir évacuer tout de suite quelque chose. Il y a à la fois une incapacité à trouver du sens au moindre événement, mais aussi une intolérance à supporter, il faut tout de suite. Donc la thérapie, partant de là, va devoir s'adapter à ça. Le tout de suite, ça fait écho aux nouvelles générations, un peu plus. Complètement. Et je pense qu'on peut associer ça, par exemple, à la relative désaffection pour la psychanalyse, qui n'est pas réputée pour être une technique thérapeutique très rapide. Lola Petiot, cet avenir, tel que ça vient d'être évoqué de diverses façons, comment vous l'imaginez? Si je reviens sur la recherche, je pense La recherche, que l'avenir, recherche et avenir, c'est peut-être un petit peu différent. La recherche, vous l'évoquiez très clairement, l'avenir, ce serait quoi? Est-ce qu'on y mettrait une nouvelle forme de thérapie? Est-ce qu'on adapterait? Est-ce que, pour faire écho à ce que disait Hervé Vallée, avec cette insistance du temps, tout de suite, ça fait deux choses, tout et tout de suite. Vous avez bien dit qu'il fallait se mouiller. Il y a maintenant aussi ce qu'on appelle les thérapies de réalité virtuelle, qui vont aussi dans ce sens-là. Ils sont dans le il faut être efficace. Ils peuvent être très intéressantes, puisque en gros, ça va dans le sens des TCC, des thérapies comportementales et cognitives, où c'est surtout pour les personnes phobiques, pour permettre un traitement de la phobie. La personne va être exposée à ses angoisses. Et donc moi, je n'utilise pas ça encore, mais je sais que c'est très efficace. Les personnes vont avoir un casque 3D qui va les permettre de se replonger dans l'environnement angoissant pour elles. Donc c'est au fur et à mesure, ça se fait graduellement. C'est utilisé également beaucoup aux États-Unis par les militaires, en France aussi par l'armée. Je ne pourrais pas dire, je sais que c'est efficace. Après, effectivement, il y a un peu la question du tout de suite qui se pose, la question aussi du réel, du virtuel. Je pense qu'il faut faire aussi un peu attention à cela. On a une société où on est beaucoup derrière les écrans et rien ne remplace la réalité. La question que vous posez, c'est les thérapies sont-elles compatibles avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Je pense qu'elles le sont, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. L'utilisation et du moment, peut-être, Laurence Martel, sur ce point, vous qui avez quand même un peu travaillé dessus. Je pense en effet qu'on voit de toute façon qu'il y a des résultats très efficaces, et je crois que quel que soit l'instrument utilisé, l'approche utilisée, je crois qu'il faut bien vérifier si les fondamentaux sont là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un thérapeute bienveillant, une écoute bienveillante. Est-ce qu'il y a un être humain qui est dans l'écoute bienveillante? Est-ce que c'est un être humain supervisé, formé? Après, quelle que soit l'approche, quelle que soit la technique, on voit bien qu'il y a des résultats très satisfaisants. Est-ce que le patient est en lien vraiment avec le thérapeute? Est-ce que le thérapeute ne propose pas des solutions clés en main toutes faites, mais respecte bien le fonctionnement psychique de chacun, c'est-à-dire vraiment les fondamentaux de la thérapie? Et à partir de là, en effet, on voit bien que si les fondamentaux sont vraiment assurés, l'avenir peut être vraiment très très varié. Katie Joulot? Oui, je trouve que je vous rejoins tout à fait sur cette notion. Pour moi, les nouvelles technologies ne doivent pas forcément nous faire peur, mais à partir du moment où l'humain reste au centre de l'intérêt et de l'attention, des deux côtés. C'est-à-dire aussi que le patient n'attende pas de technique miracle ou magique et lui faire accepter qu'à un moment donné, c'est aussi sa responsabilité et travailler sur sa liberté et le fait qu'elle soit unique.
Ça me semble vraiment primordial. Et après, des nouvelles technologies peuvent tout à fait s'associer comme un plus du moment que des deux côtés, il reste l'humain et la relation. Est-ce qu'on peut imaginer un kit thérapeutique avec un casque en 3 dimensions qu'on enverrait sur un site et qui pourrait peut-être être appliqué aux personnes pour pouvoir utiliser justement ces stimulations sensorielles en vue de traiter un trauma immédiat? Pas de mal à l'imaginer, ça encore. On va regarder. Oui, si on prend la cohérence cardiaque par exemple, on a appris ça il y a 20 ans. Et puis après, il y a eu des logiciels sur l'informatique. Maintenant, il existe une petite clé que l'on met au bout du doigt et sur laquelle, avec notre smartphone, on peut contrôler notre cohérence cardiaque à tout instant. Et on le propose à nos patients. Et dans quelques mois, on travaille avec des ingénieurs pour ça. Il y aura ce casque que tu évoques et qui fait partie de ce 3D par rapport aux phobies et autres. Donc oui, c'est en cours. Les ingénieurs ont presque finalisé et ça fonctionnera. Ça fonctionne déjà sur d'autres points. Ils ont beaucoup de projets là-dessus. Voilà, Mathieu. Mais rien ne remplace la relation thérapeutique, comme on l'a vu ce matin. La base, c'est vraiment cette relation centrée sur la personne avec un thérapeute qui va être authentique, qui va être dans l'écoute, qui va être empathique. Et donc, je pense que pour travailler des choses difficiles, pour travailler des traumas, là, c'est vraiment nécessaire d'être accompagné. Alors sur ce point-là, en fait, on est dans les thérapies en réalité virtuelle. Est-ce que d'autres formes de thérapie en réalité virtuelle peuvent être imaginées et comment sont-elles compatibles aujourd'hui avec ce qui semble nous caractériser un peu plus, là, les dinosaures? Parce que visiblement, si c'est ça l'avenir, alors nous serions des dinosaures en voie de disparition. Les psychanalystes les premiers, oui. Par rapport à ce qui est évoqué, le but est de mettre le patient avec tout ce côté accompagnement thérapeutique et relation alliance thérapeutique dans un lâcher-prise. Et la thérapie fait qu'il se retrouve en auto-hypnose, en hypnose. Il se retrouve dans un lâcher-prise ouvert à tout ce que puisse se passer. Donc c'est comme si on le mettait nous-mêmes, avec son accord, dans ce lieu. Donc c'est comme s'il avait déjà le casque. Après, le casque et tous les appareils qui pourront être inventés vont aider à ce qu'il puisse le faire en plus comme des exercices quotidiens. Mais déjà, nous, on doit le procurer, on doit le faire. C'est ce que l'on fait lorsqu'on accompagne par rapport à les gens qui ont des différents deuils et qui ont des souffrances là-dessus. On les met dans ce type de relation et de croyances. En fait, les croyances, on change. Soit on l'écrit avec un Y, on change le Y avec un X, et ça fait comme on l'a évoqué ce matin avec Alain Seton, c'est plus la foi, et on passe sur d'autres niveaux, et on accompagne sur ce domaine-là. Au sens spirituel, évoqué. Tout à fait. Hervé Madé, sur ce point propre aux thérapies réalité virtuelle. Je ne parviens pas à déconnecter l'usage d'un côté de ces thérapies virtuelles et de l'autre la culture du virtuel aussi, du paraître. Et pour tout dire, avec ma culture à moi de psychanalyste, cette fixation orale qui est du fantasme, du virtuel qui permet d'oublier la réalité. Alors ça c'est le premier. Le deuxième qui me perturbe un peu, mais je suis peut-être encore un dinosaure, c'est que, on l'a évoqué un petit peu ce matin, le symptôme c'est un mécanisme de défense. Mais ce n'est qu'un mécanisme de défense. C'est-à-dire que l'origine de l'utilisation de ce mécanisme de défense pour chacun d'entre nous, très variable, et je veux dire, le fait, entre guillemets, par une technique virtuelle, de s'attaquer aux symptômes, voire de le faire disparaître, pour moi, j'ai tendance à considérer qu'on n'a rien réglé de l'origine du problème. Et qu'à un moment ou à un autre, le patient va se retrouver confronté à sa problématique profonde dont on n'a absolument rien abordé. Petit Chou, est-ce que la problématique profonde du patient pourra être traitée en réalité virtuelle? Est-ce qu'on peut l'imaginer?
Je pense qu'à partir du moment où on est dans l'alliance thérapeutique et que c'est un accompagnement global, oui, je pense que c'est possible, puisqu'on ne va pas juste traiter le symptôme, ça va s'inscrire dans la globalité de la personne, dans son histoire, voire l'aider petit à petit à retrouver ses repères et pouvoir refonctionner sans pour autant ne pas réfléchir sur son passé et à quoi ça peut faire écho. La réserve est dans le symptôme, si j'ai bien entendu. Laurence Martel? En fait, moi, il me semble que ça peut couvrir des objectifs différents, en fait. Est-ce qu'on est en perte de sens dans sa vie globale, ou est-ce qu'on a une problématique très précise et que ça ne s'oppose pas, ça se complète, ce sont des approches différentes qui se complètent. Mais moi, ce qui me semble vraiment essentiel, que ce soit, quel que soit l'objectif, c'est que le thérapeute, quels que soient les instruments, mais qu'il reste une base sécurisante, parce que si on a une base sécurisante pour le patient, il va pouvoir cheminer, quelle que soit l'approche utilisée, quelle que soit. Et si cette base sécurisante n'est pas là, il ne pourra pas cheminer, quelle que soit l'approche et quel que soit l'objectif fixé. Donc, je pense que ce sont des approches complémentaires qui ne répondent pas du tout aux mêmes objectifs. Dans un cas, plutôt la compréhension de soi-même, savoir où j'en suis. Dans un autre cas, un objectif plus à court terme, une phobie, je veux faire quelque chose très rapidement. Mais que le thérapeute garde bien à l'esprit qu'il doit être une base de sécurité contenante et qu'à partir de là, le patient pourra cheminer. Il me semble. Marc Vernet? Et c'est l'alliance thérapeutique la chose la plus importante, et si je fais une comparaison, j'appelle souvent ça avec le patient, c'est se mettre au diapason. C'est-à-dire au diapason, ça veut dire que, comme on l'a appris dans différentes thérapies, on doit se mettre à son rythme et à son niveau. Et une fois qu'on est bien à son accord, respiration, mouvement et autres, à ce moment-là, on peut être dans le ressenti. Donc, quelque part, l'intuition. Donc, on va au dehors du côté cartésien, mais on se sert du côté cartésien analytique par rapport à toute l'anamnèse pour savoir quel est le sens qu'on va donner et ce que la personne a vraiment besoin. Et ce sens, on le revoit à chaque séance, parce que la personne, quand on travaille bien avec elle, elle va très très vite. Et à chaque fois qu'on la revoit, c'est quelqu'un de nouveau. Nos bases qu'on a écrites, elles ne servent presque plus à rien. C'est juste pour vérifier où est-ce que, si on a dépassé, si on a avancé, s'il y a autre chose qui est sorti. Donc le ressenti est un outil important qu'il y a quelques années encore on n'utilisait pas du tout, y compris l'intuition, y compris les émotions. Les TCC n'admettaient pas les émotions il y a quelques années, ils les ont rajoutées après, et ainsi de suite. Donc les émotions, le ressenti, la spiritualité est quelque chose à prendre en compte à tous les points de vue quand on fait notre première séance avec le patient pour savoir de quoi il est fait, ce qu'il veut, comme ça a été évoqué ce matin avec un acéton. Et on prend la globalité pour être homogène et humaniste. Là, Mathieu, vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez tous une approche intégrative. La vôtre est un petit peu plus particulière. Vous voyagez souvent. Est-ce que vous voyez à travers différents coins du monde des nouvelles approches, des approches qui pourraient être utilisées en termes de thérapie, qui pourraient être transposables? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Quand je voyage, je me suis pas renseignée vraiment là-dessus, c'était plus pour les vacances. Donc, je n'ai pas trop d'éléments pour répondre à celle-ci. Après, les voyages permettent vraiment de voir d'autres manières d'être, d'autres manières de penser, d'autres manières d'agir. Et donc, là-dessus, ça ouvre beaucoup de champs, ça permet de faire aussi, même avec ses propres patients, voir qu'il y a toujours plein d'hypothèses qu'on peut faire et que c'est à eux de voir s'il y en a une qui est la bonne. Parfois, c'est même une partie de toutes celles-ci. Parfois, ils inventent encore une autre. C'est la relation à l'autre qui est importante aussi. Ça permet de prendre de la distance, de voir qu'il y a plein de manières de faire que c'est différent, de penser, etc. Question assez large. Ailleurs, vous avez vu des choses qu'on pourrait transposer? Laurence Martel, Marc Vernet, Betty? Alors, dans ce là, je vais vous répondre plus particulièrement sur l'attachement, puisque il y a des éléments d'information plus précis. On se rend compte qu'on a deux
tiers de la population qui va être sécure de façon globale et 1 tiers de population qui va plutôt être insécure. Ça se retrouve dans l'ensemble des populations hors contexte asiatique, parce qu'on n'est pas sur un concept d'attachement, mais plutôt d'amae, qui est un autre concept, donc c'est plus difficilement comparable. Mais donc le concept de base de sécurité dans l'ensemble des pays se vérifie, et l'ensemble des études montrent qu'en effet, on peut largement fonctionner de la même façon. Voilà un schéma global qui serait assez... Alors, je précise quand même, avec quelques nuances, quand même, hein, c'est pas de l'absolu. Par exemple, on va rencontrer un peu plus d'évitants en Allemagne, un petit peu plus d'enfants ambivalents résistants dans l'équipe israélienne, parce que les manières d'éduquer sont complètement différentes. Mais globalement, on retrouve quand même 1 tiers, 2 tiers, cette proportion se respecte. D'accord. Pour aller justement vers cet avenir et apprendre à développer des choses différentes, certains biodinosaures ont classé certaines personnes dans des carcans qui peuvent s'appeler bipolarité, autiste, HPE, HPI, Asperger, dyslexique, et ainsi de suite. La majorité de ces gens, si on les observe bien, si on travaille bien avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de sensibilité et qu'ils sont bien en avance que ceux qui les ont classés dans ces compartiments-là. Si, il y a 2 jours, on faisait une formation avec un Petiot pour des travailleurs sociaux qui s'occupent de migrants. Des migrants qui sont partis il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ont traversé des problématiques terribles. Mais par contre, ils sont tous comparables à des HPE, HPI, des gens hyper en avance, pour partir aussi loin, ils partent tous de nombreuses langues, et ils sont tous hyper positifs, malgré tout ce qu'ils ont traversé. Et si on sait travailler avec ce type de population, c'est un peu comme si on pouvait comparer ces migrants à des, comme n'importe quelle autre personne, dans sa problématique, à des bateaux la nuit sur l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont comme repère? Le repère, lorsqu'ils sont la nuit sur l'eau, ce sont les étoiles et les phares. Ce sont des hauts référents, haut placés et intouchables, qui donnent des informations. Et c'est ce vers quoi on doit aider le patient à se repérer, vers ces hauts référents placés en eux, et à leur montrer quelles sont leurs capacités, leurs qualités, pour aller plus vite. Parce que travailler avec des gens en avance nous permet justement de pouvoir avoir des thérapies en avance. Et regarder sur ce point. Je reviens à nouveau à ce matin, l'interdépendance totale entre le corps et l'esprit. Il ne faut pas oublier que dans la catégorisation pathologique, qui se faisait beaucoup avant, qui continue un petit peu à se faire quand même, il y a des facteurs biologiques quand même, qui sont indéniables, qu'on ne peut pas sous-estimer. Donc ça permet quand même de donner un éclairage de départ sur les thérapies à utiliser, quoi. Je reviens sur l'histoire de 2 tiers de Laurence, 2 tiers, 1 tiers. Est-ce qu'on sait si ça évolue, ça, dans le temps? Alors, c'est très stable pendant des années, et malheureusement, on se rend compte qu'aux États-Unis, et je dis malheureusement parce que souvent on sait que le phénomène arrive 10 à 15 ans après chez nous, on a de plus en plus d'insécures. Donc l'évolution aurait tendance à être dans le mauvais sens, avec des tas de choses à faire, à mettre en place, mais manque de moyens, pas de volonté politique. On sait très bien à l'heure actuelle, il y a une trentaine d'années, 40 ans, on ne savait pas trop, maintenant on sait très bien ce qu'il faut faire, mais il y a un manque de volonté politique, manque de moyens pour anticiper un petit peu cette évolution qui, malheureusement, ne va pas dans le bon sens. Alors, ça me conforte dans mon idée, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'incapacité croissante à supporter le moindre traumatisme. Je ne peux pas le déconnecter de ça, de l'insécurisation ou l'insécurité, je ne sais pas, montante. Que moi, basiquement, j'arrive pas non plus à déconnecter du manque d'interdits dans l'éducation en général. C'est vrai qu'on peut l'associer largement. C'est la sécurité, c'est certes des interdits posés, mais c'est aussi prendre le temps de s'occuper de l'autre.
Et ce manque de temps, voilà, on est en permanence, on est sur la problématique actuellement, c'est les tablettes qui font les nounous, et le manque de s'occuper pour qu'il soit sécure, il faut qu'on s'occupe de l'enfant. L'enfant a besoin de parents, enfin d'adultes, d'un mur d'adultes qui est de plus en plus défaillant. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que leurs parents ont de plus en plus de temps, en fait. Il y a un paradoxe près, peut-être. Pas tous. Parce que l'histoire des... là encore, ça fera la troisième fois dans la journée, mais l'avocat du diable, mais l'histoire des tablettes, bien sûr. Mais les tablettes ne viennent pas chercher les enfants, quoi. C'est les enfants qui vont les chercher. Et là aussi, j'arrive pas à détacher ça de l'ensemble du monde virtuel qui nous attire aujourd'hui et qui est, à mon avis, aussi une conséquence de la même chose, c'est-à-dire au niveau éducatif. Moi, je fais juste une toute petite nuance qui c'est pas le monde virtuel, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que le monde virtuel, il peut être très positif. Mais c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire que si maman est bloquée ou un papa est bloqué chez le médecin, que le téléphone portable serve pour attendre un enfant dans une salle d'attente pendant 1 heure, bien sûr, c'est ce qu'on disait ce matin dans les ateliers. C'est pas là le problème, c'est pas l'instrument le problème, c'est quand j'arrive à la maison et que tous les soirs je suis de 6 à 8 sur l'ordinateur ou la tablette. C'est vraiment le... Mais une fois de plus, c'est le cadre, hein, c'est les interdits, c'est la façon dont on s'en sert. C'est pas l'objet en lui-même, ce qui peut être positif. Ce monde virtuel, là encore, moi j'y vois deux choses. J'y vois une fuite de la réalité, hein, et j'y vois quelque chose de fantasmatique. Et là encore, je n'arrive pas à le détacher non plus, un peu basique, là, mais de la fixation orale et compagnie, quoi. Donc de l'éducation. Et donc encore une fois, les tablettes, etc., c'est nous qui, non seulement allons les chercher, mais les avons créées pour répondre à notre besoin actuel. C'est-à-dire que la technologie, effectivement, elle peut aggraver la question parfois, mais c'est nous qui la faisons, quoi. Et elle répond à nos besoins. Alors effectivement, il y a aussi des aspects marketing, etc., tout à fait. Mais finalement, le bon vendeur, c'est celui qui va être capable de comprendre quel est le besoin de l'acheteur. Et donc le besoin aujourd'hui, c'est effectivement ce monde virtuel. Oui, donc je rejoins ce qui a été dit. Et en thérapie, ce qu'on utilise, c'est la psychoéducation, qui permet justement à ce que la personne que l'on a en face de nous, de lui redonner la bonne façon de voir, éventuellement, ou sa bonne façon de voir, ou différentes façons de voir, sur lesquelles elle pourra choisir. Et parce que ça va lui permettre souvent de déculpabiliser, parce qu'elle se demande pourquoi elle est comme ça, pourquoi il arrive telle problématique. Donc si on lui montre comment la société a pu construire les choses, dans quelles problématiques elle se retrouve à cause de ce qu'elle a appris, dans différentes philosophies, religions, éducation, pays ou autres, à ce moment-là, c'est plus facile pour s'en sortir, parce qu'elle voit comment elle a été enfermée, comment elle est devenue métro ou dodo, comment elle est devenue un mouton, comment on lui a dit qu'à l'intérieur c'était sécure, et comment on lui a dit qu'à l'extérieur c'était insécure, alors que le berger est à l'extérieur. Donc dehors c'est pas insécure. Donc on doit lui apprendre à aller vers l'indépendance et sortir de cette dépendance des appareils et ainsi de suite. En effet, mais de la même façon que l'énergie atomique peut être utilisée pour faire un scanner, de la même façon on peut l'utiliser pour une bombe atomique. Donc autant bien l'utiliser. Une sorte de conditionnement opérant finalement dans Andreas Skinner. Si on apprend à, on finit par ne plus pouvoir se passer de petits julots. Oui, je remarque sur la notion pour moi de travailler sur l'autonomie, la responsabilité, qui permet finalement d'utiliser, d'apprendre à être non dépendant de ces outils-là et d'être conscient aussi, il y a un peu cette notion de conscience de ce qu'on fait. Et l'importance des outils peut-être comprendre ce que c'est, comment ça s'utilise. Mais ça c'est bien distinct en définitive du problématique que vous relevez par rapport à, on va dire, une utilisation aujourd'hui quasi normale qui dénature une certaine relation à l'autre, bien entendu. Et il était évoqué précédemment l'usage des TIC dans un but thérapeutique. On peut peut-être essayer d'entendre
ces deux approches. Lola Petiot. Moi, juste pour revenir quand même sur ce qui était dit, c'est qu'effectivement, je rejoins ce que vous étiez en train de dire, un couteau, ça sert à couper, mais il peut être utilisé pour tuer. Tout va dépendre en fait de l'éducation. Les tablettes peuvent servir aussi, alors il faut voir justement quelles règles sont mises et quelle est son utilisation. Ça peut véhiculer de très bonnes images, de très bonnes choses. Internet peut être utilisé d'une manière, ça peut être une mine d'or, comme ça peut servir à véhiculer des messages de haine ou de destruction. Alors, j'ai envie de vous poser une question. On parle de TIC, et or, tout à l'heure, on soulevait l'idée selon laquelle corps et esprit avaient, on va dire, des solutions. Comment on peut passer de corps et esprit au TIC? Est-ce qu'il y a un lien? Il n'y a pas de lien? Si le corps et l'esprit sont pour nous des solutions à venir, en termes de travail, est-ce qu'on doit privilégier le TIC ou est-ce qu'il y a une intégration possible des deux? Alors, personnellement, la TIC, ça sert déjà à comprendre comment on fonctionne. C'est un outil d'apprentissage. Mais après, on doit savoir le faire sans. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un s'évanouit, est-ce qu'il a décidé de s'évanouir ou est-ce que c'est son corps qui l'a fait? Donc, il n'a pas décidé, c'est son corps qui l'a fait. Maintenant, qui est le plus intelligent? Le corps ou l'esprit? A priori, si le corps a décidé de l'évanouir, c'est qu'il y avait une solution, c'était important. Et la majorité des gens disent, si je ne m'étais pas évanoui, j'aurais créé un circuit, j'aurais pété un câble, et ainsi de suite. Donc j'aurais fait quelque chose d'assez irréversible. Donc ça veut dire que mon corps, comme sur les ordinateurs, il a un bouton reset. Lorsqu'il y a trop de tension physique ou émotionnelle ou intellectuelle ou spirituelle, c'est faire le lâcher prise, celui qu'on doit amener nous en thérapie, pour être ouvert à beaucoup d'éléments différents. Donc si on arrive à écouter notre corps, si on a cette conscience, donc les TIC peuvent servir à comprendre comment on fonctionne mieux, pour se faire beaucoup plus confiance, parce qu'on a été éduqué avec un homme, ça doit être fort, un homme ça ne pleure pas, et ce qui pleure c'est le féminin, donc ne fais pas la fillette. Donc nous on a les deux côtés, masculin et féminin. Donc le but c'est déjà de réapprendre notre corps, de reprendre notre partie féminine, notre intuition, qu'on soit tous hommes et femmes capables de ressentir ces choses-là, et les TIC serviront d'outils pour mieux nous comprendre, mais c'est pas elles qui feront, parce que qui a inventé ces appareils, c'est l'être humain. L'être humain est toujours en transformation, alors que ces choses-là, malgré les mises à jour, ne vont pas plus loin que les mises à jour que l'être humain va lui donner. Laurence Martel et puis Hervé Manet. En fait, ça me fait penser quand on disait tout à l'heure, c'est nous qui les créons, c'est nous qui, etc. C'est vrai, mais je pense systématiquement tous les salariés des Silicon Valley qui fabriquent les tablettes interdisent à leurs enfants d'avoir des tablettes avant un certain âge et on se rend compte qu'eux ne leur en donnent pas. Donc il y a quand même une réflexion à mener à ce niveau-là sur à quel âge je vais lui laisser un accès plus ou moins libre, etc. Oui, on le crée pour nos besoins, mais on peut aussi en faire ce qu'on en veut derrière parce que c'est l'être humain qui doit garder la main. On se sert de la technique, c'est pas la technique qui doit se servir de l'être humain. Cette fameuse psychoéducation qui était évoquée C'est par ça. Marie. Ça serait bien si c'était comme ça, tout le temps. Mais le problème, c'est que les parents d'aujourd'hui ont été des enfants il n'y a pas très très longtemps, et qu'ils ont baigné à peu près dans la même culture, et qu'ils ont aussi cette appétence pour ce monde virtuel, et que finalement, bon, pour quelques parents, oui, mais pour la plupart, j'ai envie de dire, peut-être ça leur passe un peu au-dessus de la tête, quoi. Et que, bon, ils espèrent. C'est assez symptomatique, parce qu'on voit qu'il y a une publicité, je ne regarde pas vraiment à la télé, mais il y a des trucs sur Internet, où on voit en fait un père qui va défier son fils sur un jeu. Donc là, on voit vraiment que le père gagne, évidemment. Donc quelque part, on réinvestit le rôle du père, mais à travers cet équivalent du jeu. Lola Petiot, sur cette question, vous voulez réagir? Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et si vous n'étiez pas d'accord, vous diriez quoi? Parce qu'en vous entendant, on voit bien qu'il y a une démarche commune. Hein. C'est une préoccupation en fait pour demain. Si on laissait de côté les TIC, je vais commencer
tout à l'heure à vous solliciter sur vos voyages. Marc Vernet, vous disiez qu'il fallait laisser tomber les schémas ancestraux. Hein. On peut entendre peut-être qu'en puisant un peu plus dans les cultures, dans ce qui s'est fait, peut-être qu'on a... Ma question serait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces nouvelles technologies? Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à se rapprocher? Vous l'évoquiez tout à l'heure, la famille, les liens, ce qui en fait crée du solide pour pouvoir se constituer. C'est un peu ce qu'on a évoqué déjà ce matin, c'est-à-dire que l'éloignement du groupe, de la culture, etc., ne facilite pas la recherche de sens. Parce que finalement, dans ce qui est culturel, rituel, donc, il y a aussi des règles à respecter, des interdits. Et c'est peut-être un dada chez moi, mais je pense que l'interdit il est très contraignant, consciemment, mais il a un gros avantage. Et que par rapport à cette recherche de sens qu'on évoque depuis ce matin, l'objectif est tout trouvé. C'est-à-dire qu'on a toujours un interdit contre lequel on peut lutter, et la recherche de sens, elle se fait là. Vous voulez dire une force de position qui permet d'exister. Tout à fait. On le voit dans différentes circonstances, parfois même dramatiques, les guerres, etc. La guerre en soi n'est pas névrogène, pas du tout. Elle est très douloureuse, mais pas névrogène. Parce que l'adversaire est tout trouvé, l'objet sur lequel on peut projeter un mal-être quelconque, il est tout trouvé. Donc la recherche de sens, elle va avec. Marc Vernet ? Par rapport à justement cet avenir et les situations extrêmes, puisqu'on parle aussi de situations extrêmes, on travaille dans l'extrême par rapport à ces thérapies, un domaine qui m'a intéressé, il y a eu des émissions dernièrement qui sont passées, il y a des livres sur se nourrir de lumière. C'est un peu une situation extrême. Mais ça fait appel, lorsqu'on essaye ces processus, à des sauverages. Et on s'aperçoit, pour tous ceux qui ont pu faire ces processus-là, c'est qu'on peut se sauver de plein de choses dans la vie, en effet de désir et d'habitude. Et en fait, quand on s'amuse à faire ces processus pour recherche, on s'aperçoit qu'on peut faire des sauverages à tous les niveaux, physique, émotionnel, intellectuel, spirituel. Donc on peut arriver à se passer en 3 semaines, 1 mois, 2 mois, de diverses problématiques, si on a le désir, comme n'importe quelle personne qui veut faire un sauvage, il faut que l'on ait le désir, le sens, l'orientation, et un objectif là-dessus. Donc pour l'avenir, on peut aussi utiliser ces techniques-là, qui sont connues, mais que l'on peut pousser plus loin que sur le sauvage habituel qu'on connaît, mais sur tous les éléments, ça fonctionne de la même façon, pour ceux qui veulent tenter. Ou est-ce que lire, c'est se replonger dans le passé? Est-ce qu'on peut aller puiser dans le passé un certain nombre de questions, un certain nombre de thérapies peuvent être plus adaptées pour qu'on soit en phase avec ce qui vient Marc Vernet vient d'évoquer thérapie lumière. Oui, c'est le sauvage en langage médical. Le sauvage. Est-ce qu'on peut imaginer de passer des NTIC puis d'aller vers d'autres types de thérapies qui seraient peut-être un petit peu plus en phase, plus adaptées? Je ne sais pas si je répondrai vraiment à la question, mais ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'idée de revenir peut-être à l'essentiel ou revenir même à des choses plus ancestrales. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur la méditation en pleine conscience. Marc parlait tout à l'heure des interventions suite à des décès sur des entreprises, et notamment dans les hôtels, où j'ai été amenée au tout départ à accompagner des personnes qui se retrouvaient dans la même confrontation, c'est-à-dire d'ouvrir une porte de chambre et de découvrir quelqu'un décédé, sachant que les femmes de chambre qui souvent travaillent dans ces établissements sont issues de cultures et de religions très, très différentes de celles que moi-même je pouvais connaître au tout début de ma pratique. Et c'est vrai que ça m'a amené à réfléchir beaucoup sur la question des rituels, de l'accompagnement, de repartir de leurs références, que ce soit culturelles, sociales, religieuses, pour les aider à surmonter leur traumatisme et à faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire au tout départ de ma pratique. Par exemple
une personne qui a fait des prières dans une chambre en amenant de l'eau bénite pour pouvoir à un moment donné dire adieu aux défunts, chaque personne pouvant un peu partager ce que peut représenter la mort, comment dans leur culture on accompagne la mort et un défunt. De la future. Oui, je pense que les... C'était quoi la question? Pour le futur, peut-on puiser dans le passé? Pour le futur des thérapies, peut-on puiser dans le passé? On voit là, à travers ce qui était évoqué par Marc Vernet sur le volet thérapie de lumière, mais à travers ce que vient d'évoquer aussi Katie Joulou sur des référents culturels, rituels, des pratiques acquises. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement un retour à cela. De plus en plus, même en psychothérapie, il y a une approche existentielle, humaniste. On revient à donner du sens, on revient au côté spirituel. Même en TCC, on parle beaucoup aussi de mindfulness, donc un retour un peu à la nature, un retour à certains rituels. Il y a aussi la psychothérapie transgénérationnelle qui parle de ça, et qui dit à quel point c'est important d'avoir ces rituels. Je ne pense pas que ce soit en contradiction avec les TIC. Encore une fois, c'est l'utilisation qu'on en fait qui déterminera si c'est constructeur ou destructeur. Laurence Martel, avant Marc Vernet, peut-être. En fait, je suis assez d'accord sur puiser, bien entendu, dans le passé pour construire l'avenir. Je pense que c'est essentiel, mais que le présent peut se servir de tout ça pour être au mieux, c'est-à-dire qu'on peut se servir aussi des TIC pour poser un cadre. C'est-à-dire qu'un cadre, une interdiction, ça peut être aussi une interdiction de tablette. C'est-à-dire que c'est pouvoir se saisir de tous les instruments à notre disposition pour pouvoir assurer les fondamentaux et ne pas se laisser déborder. Alors c'est vrai qu'on constate plus de situations où les gens se laissent déborder. Je suis d'accord qu'actuellement, on voit plutôt ça. Mais je crois que ce n'est pas une fatalité. En travaillant avec les familles, on arrive à... ça peut aussi être un outil pour eux pour poser un cadre, pour poser une sanction, poser un interdit qui, en effet, est très constructeur, évidemment. Mais certaines... ça me fait penser à une patiente qui avait beaucoup de difficultés relationnelles avec son enfant, là, et l'enfant avait beaucoup de difficultés à l'école, et puis finalement on a travaillé avec cette famille, et puis c'était on va faire de la grammaire avec maman, et puis après on fait une partie de jeux vidéo, et la mère, c'est la consultation suivante arrive, mais je ne savais pas que c'était aussi difficile de jouer à ce jeu vidéo, j'y arrive pas, et puis le mec il se retourne, puis mais moi tu crois que c'est pas difficile, la grammaire pour moi, tout le monde a éclaté de rire, ça crée du lien. C'est-à-dire qu'on peut se laisser déborder ou on peut s'en servir. Voilà, c'est le choix de chacun. Réunifier. Finalement, dans ce que vous nous indiquez là, c'est qu'il suffit d'aller chercher ces parties éparses, ou du moins de trouver la moyen ou la méthode qui permet de les réunifier, de les rassembler, de donner du temps. C'est ça, dans cette approche intégrative. Marc Vernet. Voilà, pour continuer sur l'approche intégrative, personnellement, je n'utilise pas le mot interdit, parce que justement, c'est difficile. Mais je prends beaucoup plus quelque chose qui peut évoquer le système de l'univers, comment fonctionne l'organisme de l'univers, ou comment fonctionne le corps humain. Ce qui fait que, vu qu'il y a un fonctionnement, on doit obéir à ce fonctionnement, les règles, les lois, et ainsi de suite. Et c'est beaucoup plus facile. Et ça peut nous ramener, justement, si on arrive à aller dans les profondeurs de l'être humain ou des philosophies, à la compassion et l'empathie. Donc ça nous ramène à des bases stables d'apprentissage, de psychoéducation, que l'on retrouve partout. Donc oui, ça nous ramène à des archétypes anciens, positifs, et qui nous aident à donner une bonne éducation aux futures générations, en montrant en nous tout le bon fond, et éventuellement la mauvaise forme. Parce qu'à chaque fois qu'on a un patient qui vient, il vient par rapport à une problématique, donc souvent c'est la mauvaise forme qui veut modifier, et derrière on doit lui montrer le bon fond qu'il y a. Il y a souvent un bon fond, mais pas forcément bien en place. Et tout le monde le fait, nous-mêmes, pareil, on a tous quelque chose à travailler.
Et donc c'est bien de montrer le bon fond derrière la mauvaise forme. C'est-à-dire un train peut en cacher un autre. Une fois qu'on a déplacé un train, on s'aperçoit que derrière il y a peut-être une autre problématique, puis une dernière, pour arriver à l'origine. Et on peut y arriver grâce à la compassion et l'empathie aussi. J'aurais tendance à réintroduire le mot interdit. Le manque d'interdit, c'est consciemment très agréable, inconsciemment très anxiogène. Pourquoi? Parce que si j'ai pas d'interdit, c'est moi qui choisis, et si c'est moi qui choisis, je peux me tromper. Donc, il y a une notion de culpabilité qui n'est pas très loin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on s'aperçoit que, entre guillemets, on ne peut pas faire confiance à l'individu pour trouver du sens à son existence, tout seul. Et donc, pour revenir à l'appartenance tout à l'heure, au groupe, à la culture, etc., ça semblait auparavant être la solution. Le sens de l'existence était tout trouvé dans cette appartenance. Mais qui dit appartenance dit règle, encore une fois, et interdit. Alors, si on va dans l'idée de reformuler l'interdit, de le réintroduire, c'est bien de se dire quelque part que finalement, cette fonction a un sens. Donc, est-ce que l'avenir des thérapies passe par la reformulation finalement de l'interdit ou sa réintroduction, telle que évoquait Hervé Madé? Est-ce qu'il faut revenir à des choses un petit peu plus essentielles, le lien à l'autre, le lien à soi, mieux se comprendre, prendre le temps, puisqu'on évoquait au départ de cette conférence le manque de temps, l'immédiateté, la réponse tout de suite, avoir une satisfaction. Comment vous voulez dire la thérapie? Par quoi cela passe-t-il en définitive? Alors, si je rebondis sur le manque de temps, je dirais que ce qu'on peut constater, c'est que chaque année, tout va 2, 3, 4 fois plus vite. Donc c'est peut-être une accélération des temps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de livres sur le temps présent, et qu'on a beaucoup plus à travailler le temps présent qu'à regarder les regrets du passé et les peurs du futur. Et qu'éventuellement, l'avenir nous pousse à être que dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que le passé n'existe pas, que le futur n'existe pas. Ça veut dire que peut-être que si on regarde les grands référents de l'ancien temps, est-ce qu'ils ont écrit, est-ce qu'ils ont eu le temps d'écrire quelque chose? Une fois qu'ils avaient dit quelque chose, c'était presque déjà obsolète. Donc ils n'ont pas eu le temps d'écrire. Et on est presque nous, pour moi, dans ces temps-là, où tout va tellement très vite qu'on n'a plus le temps que d'être dans l'instant présent et faire les choses au mieux que l'on puisse. Intéressant parce que là vous dites que c'est la culture orale qui prédominait. Et tout à l'heure, Hervé Madé nous indiquait que c'était peut-être le problème d'oralité, effectivement, cette tablette. J'y vois presque un lien entre ce qui n'est plus fait, quelque part, et ce qui devrait peut-être être. Laurence Martin, vous voulez... Je pense que je reste dans la même perspective. Pour moi, tout l'intérêt, c'est pas qu'il y ait le passé, le présent et l'avenir. Tout l'intérêt, c'est de les articuler. Parce qu'un être humain, il doit pouvoir composer avec son passé, penser à son avenir et profiter du temps présent. Et c'est ça qui fait la richesse. Si on est dans une position manichéenne, pas de tablette ou tablette, si on est au présent ou au avenir, on perd un petit peu d'humanité. C'est comment articuler le passé, le futur pour vivre un présent harmonieux. Pour moi, c'est un petit peu là le secret de voilà, se connaître soi-même au moment, mais se connaître soi-même, c'est pouvoir actualiser son passé quand on en a besoin. Ce que disait Kierkegaard, il faut se servir du passé pour vivre au présent son futur. Hervé Madé. Oui, je pense que ça peut être une manière de couper avec ce mouvement actuel perpétuellement en accélération. Peut-être qu'il faut à un moment donné essayer de casser ce rythme-là pour se recentrer un peu sur le présent. Et que peut-être que la phrase magique, ça pourrait devenir, et c'est peut-être un avenir thérapeutique aussi,
apprendre à profiter de l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Apprendre à profiter de l'instant? Je suis d'accord. On est tous bien, d'accord. Oui, là, c'est partagé. Et on voit de plus en plus quand même un renouveau là-dessus. On en parle beaucoup. Profiter de l'instant présent, être dans l'ici et maintenant. Effectivement. Est-ce que je vous propose de profiter des quelques minutes qui vont nous rester pour pouvoir aller puiser dans la salle, dans l'instant présent. Quelques questions nourrissantes. Je vois déjà des bras qui se lèvent. Si on a un tout petit peu de lumière, on va pouvoir mieux les voir pour qu'on puisse vous apporter un micro. Levez bien haut, comme si vous votiez en Suisse. Merci. On ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. C'est très rigolo de vous parler de la Suisse parce que je vais vous parler de neutralité, justement. Tout à l'heure, vous avez beaucoup évoqué la technique au sens large, avec les applications qui étaient la tablette. Et il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est pas, si généraliste, non pas l'objet, mais c'est pas la technique. La technique n'est bonne et neutre totalement, et ça dépend ce qu'on en fait. Et, alors, je suis coordinateur d'une association technocritique, et c'est justement ce genre de. Ça fait presque notre combat numéro 1, c'est de combattre cette idée reçue que la technique serait totalement neutre. Vous avez parlé tout à l'heure du couteau, je pense à un moment donné. L'exemple est bien, parce qu'il va parler à tout le monde. Je me balade tous les jours sur mon trajet pour aller au travail et je passe dans le métro où j'ai un petit peu peur. Si j'ai absolument rien pour me défendre, je vais avoir un petit peu peur, je sais pas si je rentre le plus vite possible. Si finalement je prends un objet technique, par exemple un couteau, si celui-ci était totalement neutre, ce petit sentiment d'insécurité qui disparaît, il ne serait peut-être pas là. À une réponse extérieure, le fait d'avoir un couteau va peut-être totalement modifier mon comportement. C'est en ce sens-là que la technique n'est pas neutre, pensons à mon asso, mais ambivalente. C'est-à-dire qu'en effet, ça peut être bien ou mal, rentrer dans un manichéisme. Un dernier petit exemple qui je trouvais encore plus parlant, c'est Jacques Ellul, qui est un penseur technocritique, teinté d'ironie, disait tous les Parisiens, quand arrivent les vacances, de la façon la plus libre possible, décident en même temps, au même moment, tous, sans se concerter, de prendre leur voiture et de foncer dans le sud, par les autoroutes. Encore une fois, si l'objet automobile, on parle de celui-ci comme un objet technique neutre, ce serait vraiment extraordinaire qu'ils aient tous la même idée. Voilà. Surtout pour revenir ça en premier lieu. Peut-être une question, peut-être, si vous avez... si vous avez des réactions, je suis très, très intéressé pour les entendre. Alors, Hervé, oui. Pour repenser à ce que disait Audrey Arizarello tout à l'heure, à propos des tests psychologiques, ce qu'elle soulevait, c'est que ces tests ont un avantage dans la perception du patient. Je ne sais pas si réellement ils l'ont, mais peu importe. L'important, c'est la perception du patient. Le patient se dit, si je passe un test, il n'y a pas d'interprétation subjective possible. Alors que si je m'adresse à mon thérapeute, j'ai 36 réponses possibles. Je passe un test, comme si le verdict du test était irréprochable, immuable, intangible. C'est pas vrai, mais peu importe. Voilà, c'est peut-être ça la neutralité de la technique, quoi.
un petit peu. La technique thérapeutique, puisqu'il est des questions de ça. Du coup, ça me fait réagir sur autre chose, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais est-ce que justement, il ne faut pas voir dans cette... vous parlez du test, l'exemple est facilement compréhensible, le texte qui serait comme quelque chose qu'on ne puisse pas remettre en cause. Typiquement, c'est la définition de quelque chose de sacré. Le sacré, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause. Et justement, est-ce qu'on ne touche pas là l'essence du problème, entre guillemets, c'est que plutôt que la technique, et je suis tout d'accord, je vous rejoins tout à fait là-dessus, qui n'est pas un problème en soi, et de toute façon, on ne peut pas dissocier l'humanité de la technique, ça n'aurait aucun sens. Est-ce que ce n'est pas la sacralisation de cette technique, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas la remettre en cause? On pourrait citer une phrase que tout le monde connaît, on n'arrête pas le progrès, qui en est témoin très, très fort. Et justement, est-ce que c'est pas, en plus, ce transfert de sacralisation, peu importe où il était, ça soit, l'humain étant religieux par essence, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que l'objet est sacralisé, c'est ça? Oui, est-ce que la sacralisation de l'objet technique, donc la sacralisation de la technique, ne nous guide pas vers des chemins qui ne sont pas forcément... Ou vers quel chemin nous guide-t-il? Exactement, merci. Je suis un peu loin. Vous avez une idée, peut-être, Laurence Martel, je vous vois. Oui, je pense que dans mon optique, c'est justement parce qu'on ne va pas considérer l'objet comme sacré, on peut s'en saisir comme instrument quotidien. C'est vraiment dans ce sens-là. Parce que si le téléphone portable, si la tablette n'est pas sacrée, on peut l'enlever. Ça ne pose pas de problème. On peut considérer qu'un enfant ne va pas s'effondrer s'il passe une journée sans son portable ou sans sa tablette, et on peut l'enlever. En effet, s'il devient sacré, c'est qu'il transcende le tout. Et que, en fait, c'est pas la technique qui doit transcender l'être humain, c'est l'être humain qui doit maîtriser cette technique, c'est saisir comme il veut. Mais comme en effet, on ne peut pas séparer le progrès, la technique de toute l'humanité, autant réfléchir en amont et s'en servir. Pour ne pas se laisser déborder et ne pas aller vers cette sacralité qui en effet est problématique. La discussion doit rester ouverte, l'opposition doit rester ouverte et le débat doit surtout toujours être possible pour éviter la sacralité. Le point incontournable, je crois, du sacré, c'est d'avoir été transmis par X générations successives et de ne pas en connaître finalement l'origine précise. Ce qui est une grande différence par rapport à l'objet technique qui est moderne et dont on connaît l'origine et dont on est capable de reproduire. L'objet sacré, il est sacré parce que il vient des temps très, très archaïques, quoi. Moi, je parlais plutôt que l'objet lui-même, le transfert que l'on opère sur cet objet, comme voilà. Peut-être, moi j'entendrais, alors, dans l'objet sacré, je ne peux pas le dissocier du profane. Or, dans l'avenir, vous nous avez dit en introduction tout à l'heure, Laurence Martel, que les entreprises étaient de moins en moins profanes à l'idée d'utiliser quelque part en entreprise des thérapies pour les salariés. Là, finalement, on voit que ce que vous nous ouvrez comme perspective, c'est qu'on ne va peut-être pas sacraliser, mais être moins profane. Avoir beaucoup plus de possibilités d'entrer en interaction avec des thérapeutes, des psychologues de tout ordre. On voit qu'il y a des sophrologues qui interviennent dans l'entreprise, moi j'en croise dans les banques. On voit aussi qu'on a besoin de coach de vie en entreprise, mais pas seulement. On voit aussi qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'hésitent plus du tout à intégrer complètement la dimension thérapeutique dans l'entreprise, parce que quand on leur explique, ce que je fais un peu pour ma part, le ratio, puisqu'il faut parler chiffres, eh bien, ces vues, arrêt de travail, etc., ça donne une notion tout à fait intégrée pour le chef d'entreprise, l'investissement, mais surtout, on voit qu'il y a un bénéfice secondaire qui, en fait, devient un bénéfice immédiat, c'est que le salarié n'est plus un objet, il est quelqu'un, un sujet complètement intégré à une démarche. On a entendu tout à l'heure que Tijoulou nous parlait
de ces dimensions culturelles aussi, et notamment spirituelles, parfois qu'il faut intégrer lors d'une rencontre avec une problématique. Le thérapeute a toute sa place aujourd'hui dans une vie que l'on ne préjugeait pas il y a quelques années, et dont on voit non seulement l'utilité, mais la nécessité. Donc le moine profane, peut-être pas dans ce sens de sacralisation, mais moine profane, en tout cas, je l'entends un peu comme ça. Peut-être avant de nous séparer, une dernière question. La dernière question, ça motive toujours. Hein. Donc, juste là. Bonsoir, voilà, je voudrais soulever une réflexion en fait sur le besoin d'aller vite. Parce que c'est vrai que dans le travail, dans la maison, on va vite. Et en tant que parent, ben voilà, on travaille, on a des heures. Chaque fois, vos enfants, ah ben non, mais j'ai pas le temps. Et au travail, c'est pareil. Et finalement, pourquoi on est tous dans ce schéma-là? Et c'est là en fait où en tant que futur thérapeute, il est bon de se poser la question. Quel est notre choix de vie? Est-ce qu'on est obligé d'aller vite, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on va vite? On nous l'impose, mais on n'est peut-être pas obligé de suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la question c'est, le on indéfini peut-il vous imposer quelque chose de tout à fait défini, c'est ça? C'est surtout le côté d'aller vite, en fait. Je m'adresse au futur thérapeute. Marc Vernet, peut-être Lola Petiot aussi, sur ce sujet, Laurence Martel, Hervé Madé. À partir du moment où, effectivement, la grande majorité est dans cette espèce d'accélération permanente, je me pose la question si c'est imposé ou autre chose. Parce que cette accélération de rythme, dans les conditions de travail, on pourrait se dire éventuellement c'est imposé par l'entreprise. Bon. Mais dans nos loisirs, c'est pareil. Et là, personne ne l'impose. Donc, je pense que ça répond à quelque chose d'autre. Est-ce une fuite? Une fuite pour fuir quelque chose qui est un mal-être, une chose où on n'assume pas quelque part. Alors, en tout cas, dans cette accélération, on s'éloigne de ce qu'on disait tout à l'heure, profiter de l'instant. Et du coup, est-ce que c'est pas un autre dilemme dont il est question entre l'être et l'avoir? Lola Petiot. Non, c'est parti. Vous l'aviez, c'était l'avoir, et puis finalement c'est l'être qui l'emporte. Marc. Oui, je vous renverrai un film, et puis après je répondrai à la question, que certains connaissent sûrement, qui s'appelle La Belle Verte. C'est un film accessible sur Internet, Dailymotion pour ne pas le nommer, en accès libre, La Belle Verte, et ça permet justement de savoir peut-être quelle vie on doit mener. Et je pense que cette accélération qui a été évoquée n'est pas sain pour l'être humain. Et si on trouve la bonne méthodologie pour vivre justement un rythme qui est humain, pas inhumain, disparaîtrait instantanément l'argent, les politiques, les banques et le temps. Et on résoudrait énormément de problèmes. C'est revenu. Voilà, il fallait faire révolution. Le temps est accompli de la révolution. Nous écoutons. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une question, est-ce que c'est imposé, est-ce que c'est subi, et derrière, quelles sont mes priorités? Et malheureusement, souvent, ce qui nous amène à reconsidérer nos priorités sont souvent soit des accidents, soit la maladie, soit des événements traumatiques. Et malheureusement, on attend ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement, avant ça, se reposer ces questions de priorité? C'est une bonne question. Cathy Joulot? Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lola. Alors au départ, quand vous avez évoqué la situation qu'on va toujours de plus en plus vite, alors moi je vis à Paris, donc régulièrement je me pose parfois la question de pourquoi je cours comme ça dans le métro, pourquoi je monte les escalators marche par marche sans prendre le temps, et de temps en temps j'arrive à me poser en me disant je vais me laisser porter par l'escalator, et je me rends bien souvent compte que j'arrive pas
plus tard chez moi ou plus tard au travail, mais j'arrive mieux, plus ancrée, plus détendue, plus sereine. J'essaye aussi d'avoir un peu ce positionnement-là, même avec mes propres enfants, en disant je veux être dans le quantitatif et finalement est-ce qu'il vaut mieux pas le qualitatif. Alors à des moments, oui, je vais rentrer tard, mais les quelques instants que je pourrais leur consacrer seront vraiment où je serai là, disponible pour eux. Alors oui, ça n'aura pas été 2 heures, ça n'aura pas été 3 heures, mais ça aura été peut-être 10 minutes, un quart d'heure où vraiment je suis là pour eux et on peut partager, on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et positif entre nous. Et ce que dit Lola aussi, effectivement, assez souvent, suite à des événements traumatiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, on revient à cette question de à quel sens a la vie, alors qu'on a failli la perdre, pourquoi moi j'ai survécu alors que d'autres éventuellement l'ont perdue. C'est là qu'on va venir un peu réinterroger finalement peut-être tout ce qu'on subit de la société sans s'en rendre compte et revenir à l'essentiel. Et malheureusement, oui, on se le pose peut-être trop souvent quand il est survenu quelque chose. C'est vrai que dans le cadre des thérapies, même en dehors d'événements traumatiques, c'est pour ça que je trouve intéressant de rechercher avec les personnes à construire un peu leur boussole intérieure. Qu'elles aient un or et quoi qu'il arrive autour d'elles, quelles que soient les circonstances, elles gardent un cap le plus possible. Donc vous dites finalement qu'il faut arrêter de laisser le temps nous faire et maintenant faire le temps. Laurence Martel, et puis Hervé Manet. Moi je trouve si on le souhaite, on peut ralentir. Il suffit de le vouloir, réellement. Il y a des périodes dans sa vie où on a envie de ralentir, il y a des périodes dans sa vie où on a envie d'accélérer. Il suffit d'être au clair avec soi-même avec ça. Parce que on ne peut pas imposer à quelqu'un tu dois ralentir. Maintenant, il faut que tout le monde ralentisse. Alors, il y en a qui n'ont pas envie, après tout. Par contre, ce qui est important, c'est d'être au clair avec soi-même. Et c'est vrai que finalement, quand c'est le rythme de vie qui est imposé par la société, la problématique, c'est qu'on n'est pas au clair avec soi-même. Et c'est vrai que vous avez raison de ne pas monter les escalators quand il y a... Parce que voilà, ça pourrait paraître étrange, mais il faut être au clair avec soi. Est-ce qu'en ce moment j'ai envie de ralentir ou est-ce qu'en ce moment le rythme me convient? Je dirais que je suis à l'écoute en fonction aussi, moi, de ce que peut-être l'état intérieur dans lequel je suis. Il y a des fois, je monte les escalators 2 par 2 pour travailler mes fessiers et avoir ma séance de sport quotidienne. Et à d'autres moments, j'ai besoin de prendre mon temps, d'observer ce qui se passe autour, de regarder, d'échanger des regards, des sourires. Ce qu'on ne fait pas forcément dans les transports. Tout dépend de mon besoin, de la dynamique du jour aussi. C'est plutôt quand c'est imposé que ça devient problématique. Quand c'est imposé, oui, on ne se rend pas compte que c'est imposé, bien entendu, mais si c'est un choix, ça me paraît moins problématique. La seule chose, c'est vrai que je repensais à ça par rapport aux enfants, c'est vrai qu'ils n'ont pas le même temps que nous. On parle d'accélérer, eux n'ont pas forcément le même temps. Et que c'est vrai qu'il faut prendre absolument le temps de s'en occuper au risque de déraper sur... alors qui me disait, mais non, mais on ne joue plus à des jeux de société. Mais chacun est libre de jouer à des jeux de société. On peut prendre le temps de jouer à des jeux de société. C'est en effet, là, pour le coup, se laisser imposer un rythme, il faut bien réfléchir à ce qu'on souhaite réellement, intrinsèquement. Juste une petite bague d'humour. Souvent on dit que l'homme blanc a la montre et l'homme noir a le temps. Proverbe africain. Hervé? Je ne suis pas persuadé qu'on puisse artificiellement, j'ai envie de dire, décider d'accélérer ou de ralentir. Ponctuellement, oui, mais sur le long terme, je pense que la meilleure question serait peut-être à quel besoin correspond cette accélération qui est quasiment universelle, parce que c'était occidental, mais c'est en train de gagner quand même un peu toutes les cultures, quoi. Donc on peut dire universel, même si tout le monde n'en est pas au même point, mais bon, globalement ça accélère partout. Et moi je me dis, quand c'est comme ça, ça doit correspondre à un besoin fondamental. Et à ce moment-là, tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, quel est ce besoin, on sera toujours tenté d'accélérer. Merci. Il
Il y a une question. Oui, pas tant une question comme tout à l'heure plutôt qu'une réflexion sur cette accélération du temps. Moi, j'aurais tendance peut-être à distinguer deux types de temps. Le temps, effectivement, de notre quotidien, qui est un temps chronologique, qui fait que par rapport, effectivement, aux raisons qui nous poussent à accélérer, qu'on ne connaît pas nécessairement, en tous les cas, qui fait qu'on est dans une société qui va vite. Et ce temps qui nous échappe beaucoup plus, qui est ce temps, moi, que j'appelle le temps de l'inconscient, qui n'est pas le même temps, et que je pense qu'il ne va pas à la même vitesse. Et qu'effectivement, en l'occurrence, le fait peut-être d'être en thérapie, et a fortiori d'être en thérapie psychanalytique, nous oblige à nous poser et à prendre ce temps qui n'est pas nécessairement défini par avance. Et ce qu'on reproche souvent à une psychanalyse, c'est d'être trop longue, mais finalement, parce que l'inconscient, il a besoin de ce temps, justement, pour peut-être émerger, se réparer, et il n'apparaît pas nécessairement à la vitesse que l'on pourrait souhaiter ou que la société, finalement, que la manière qu'on a de vivre nous impose. Voilà, c'était une réflexion supplémentaire quant à un distinguo entre ce temps chronologique et peut-être un temps de l'inconscient. Vous faisiez écho, en fait, à ce que disait Arémadé juste avant, en définitive, parce que dans une psychanalyse plus qu'ailleurs, c'est vrai que la question du temps se pose très souvent au début du temps. Oui, oui. Puisqu'on est sur les notes d'humour, Woody Allen disait « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». C'est ça. Et on y est à cette fin. Mm. Donc, avant de nous quitter, si vous permettez, j'aimerais proposer à Laurence Martel de donner un peu son sentiment sur cette fin de conférence. Peut-être les uns les autres, avant Laurence Martel, si vous souhaitez prendre la parole, Hervé, Betty Joulot, Lola Petiot, Marc Vernet, et puis on confiera à Laurence Martel en bout là-bas. Moi j'ai tout dit. Elle a tout dit, elle va me dire tout le reste alors. Hein? Marc. Moi, ce que je peux retenir par rapport à tout ce qui a été évoqué, c'est garder le sens et l'objectif. Alors, quel objectif on doit mettre par rapport à quel sens? Donc, l'objectif, c'est quelque chose de pratique, et le sens, c'est peut-être plus quelque chose d'interne, entre l'inné et l'acquis. C'est ce que je garde. Merci. Laurence Martel. Pour terminer et conclure sur le temps, etc., c'est vrai que quelque chose peut nous être imposé. C'est vrai que ce temps inconscient est complètement différent. Je crois qu'il faut quand même laisser la capacité, en thérapie notamment, de retrouver en soi cette envie, ce rythme qui est proprement individuel et qui est propre à chacun, pour pouvoir aller chacun à son rythme sans forcément imposer un ralentissement avec un mouvement qui était cultiver le slow. Je trouve ça très bien de cultiver le slow. Je trouve que personnellement, je trouve ça bien. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la dictature du il faut que tout le monde ralentisse. Chacun a ses besoins, conscients, inconscients, imposés, non imposés, etc. Mais des fois, ça peut aussi aider quelqu'un de passer sur un rythme supérieur si c'est ce que lui ressent à ce moment-là. Et que cultiver le slow, moi je trouve ça très très bien si ça correspond à un bien-être pour la personne. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la dictature du profitons du moment présent. Je dirais que chacun profite de son moment en articulant son passé, son présent, son avenir comme il peut, et surtout dans une harmonie qui lui corresponde. Alors, que l'instant se détende. En tout cas, prenons le temps. Si vous... Oui, Lola Petiot. J'allais rebondir un peu sur ce que vous étiez en train de dire, et qu'effectivement, chacun doit prendre le temps en fonction de ses besoins. On est dans une société, c'est vrai, où il faut toujours aller bien, il faut être toujours content. Si on a un problème, si on a un deuil, il faut que en quelques mois, quelques années, il faut que ce soit réglé. Mais pour certaines personnes, personne n'a les mêmes besoins. Donc, pour une personne traumatisée, parfois quelques séances de MDR vont aider et suffire pour dépasser des symptômes. Après, voir qu'est-ce qu'il y a derrière, j'en reviens du coup à la question de la piscine. Là, oui, il y a sûrement autre chose à voir. Mais chacun a ses besoins et un temps selon ses besoins. Merci. Betty Joulot. Je suis toujours un peu dans la même lignée de ce que Lola vient de dire. C'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est l'humain qui doit rester au centre de l'attention et qu'il reste libre et unique. Et effectivement, tout dogmatisme ou on impose telle ou telle règle ne sont pas forcément pertinents.
Je pense que c'est à chacun de définir effectivement son cadre, ses repères, ses besoins, de savoir les écouter, même si parfois ça va à l'encontre de ce qui peut s'exprimer autour de nous. Merci. Si vous voulez bien, nous allons clôturer cette conférence et par là même, en quelques mots avec Hervé Madé, nous allons tous deux clôturer ce premier salon. Alors, Katie Joulot, Hervé Madé, Lola Petiot, Marc Vernet, Laurence Martel, merci infiniment d'avoir participé à cette dernière conférence. Je vous dis à l'an prochain. À l'avenir. Hervé, si tu veux bien prendre ton micro un instant, on vous laisse descendre tranquillement le temps de clôturer. Alors ce matin, nous t'avons évoqué, et ce soir, nous t'avons ici, en présence, pour pouvoir ensemble clôturer ce moment. J'ai été très heureux de notre collaboration. C'est la première du genre. Elle va se refaire tous les ans à la même époque. Il y a eu quelques petites choses plus ou moins réussies, mais voilà, je pense que dans l'ensemble, la journée me paraît assez satisfaisante. C'est vous qui le direz, mais... Et bon, j'en profite pour te remercier pour l'organisation des 4 conférences d'aujourd'hui, parce que voilà, ça m'a beaucoup plu. Ça marche plus déjà. On s'est tous mis au service de réaliser une journée. Je crois que pour ce que j'ai pu en voir, en tout cas, nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à être présent, à organiser, et puis on sait qu'on fera plus. Je voudrais aussi remercier notre 3e partenaire, qui est Zubcom, une école de marketing et de communication. Ils ont fait beaucoup de travail remarquable depuis un certain temps, et on leur doit beaucoup aussi dans la réalisation de cette journée. Voilà, donc on était 3 partenaires, et on va reproduire l'événement l'année prochaine, etc., etc. En prenant le temps d'y réfléchir. À l'année prochaine.